Bienvenue à tous. Nous sommes réunis très nombreux aujourd'hui et nous vous remercions pour notre deuxième épisode de notre série de webinaires liés à l'expérience client. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour aborder un sujet particulier, des études clients plus fiables, comment éviter les biais. Donc les biais, c'est des éléments qui peuvent affecter la qualité et la fiabilité des résultats s'ils ne sont pas maîtrisés ou pris en compte. Donc l'objectif de notre webinaire du jour, c'est de voir comment on peut les identifier pour les anticiper au maximum tout au long de l'étude, c'est-à-dire de la conception du questionnaire à l'interprétation des résultats. Donc je me présente, Séverine Pichelet, directrice d'études au sein de l'Institut Sphinx. Je serai accompagnée aujourd'hui de Chloé Marchenet, qui est chargée d'études à l'Institut également. Juste pour vous expliquer très rapidement le fonctionnement, vous avez deux onglets sur votre page internet, un onglet chat sur lequel vous pouvez échanger et un deuxième onglet questions. Donc quand vous avez des questions, vraiment passez par ce canal-là, comme ça nos collègues pourront vous répondre directement tout au long du webinaire. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Sphinx, on est une entreprise de plus de 90 collaborateurs. Une partie des équipes sont basées sur Annecy, l'autre sur Grenoble. On a deux activités principales. D'une part, l'édition de logiciels d'enquête et d'analyse de données, et d'autre part, l'Institut, qui peut prendre en charge une partie ou toutes vos analyses de données et vos éléments dans leur globalité. À l'Institut, nous sommes des chargés d'études avec une expertise quantitative et qualitative. On peut vous accompagner dans la prise en main du logiciel, mais aussi dans l'aide d'analyse de vos données par la suite. Ce webinaire il va être organisé un peu comme une enquête de façon globale, à savoir dans un premier temps, on va aborder les biais qui sont liés au questionnaire. Par la suite, en déroulant sur la collecte de données, en continuant sur les données par elles-mêmes et en finalisant avec les biais d'analyse. Donc on est ensemble pour 45 minutes et on vous conseille vraiment de rester avec nous jusqu'au bout parce que les biais d'analyse, c'est vraiment ceux qui sont le plus souvent oubliés. Donc on vous conseille vraiment de rester jusqu'à cette partie. Alors, juste une petite intro très rapide. Les biais, ils peuvent avoir plusieurs sources. On va en retrouver deux principales. Donc, on va un peu avoir ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc là, c'est plutôt un raccourci que va faire le cerveau dans le traitement de l'information. Et en parallèle, on va aussi avoir les biais affectifs. Donc là, c'est plus lié aux émotions, aux sentiments et au fait que le répondant, il va vouloir se faire aimer. Donc là, on oppose un peu le cerveau et le cœur. On a aussi également d'autres types de biais qu'on va voir aujourd'hui. Donc tout ce qui va être plutôt des biais méthodologiques, donc plutôt liés aux chargés d'études en charge du projet, et aussi des biais sociaux et culturels. Alors, on va débuter avec les biais de questionnaire. Donc, ce sont des biais qui vont altérer la fiabilité des résultats, notamment en influençant involontairement les réponses des participants. Donc ça, c'est un point que le chargé d'études va davantage maîtriser, ou en tout cas essayer de maîtriser. Cette partie, on l'a scindée en deux. Dans un premier temps, on va évoquer les biais de formulation de questions et dans un second temps, les biais de présentation de questions. Donc, on va débuter avec les biais de formulation de questions. Ici, on va faire explicitement ou implicitement référence à une norme ou à un jugement de valeur qui peuvent avoir un impact non négligeable sur l'analyse des données par la suite. Alors, avant même de débuter, on va faire un petit point méthodologique. Les slides de ce webinaire, elles ont été construites de façon à ce que on vous évoque le biais, on explique celui-ci, on va vous mettre en évidence un exemple, donc quelque chose qu'on aurait pu voir lorsqu'on a émis des conseils auprès de nos clients. Et par la suite, on va évoquer une alternative qui essaie de restreindre autant que possible les biais. Donc, on va commencer avec les questions inductives suggestives. Donc, ici, ce sont des questions qui vont orienter implicitement ou explicitement la réponse qui va être attendue, notamment avec l'utilisation de termes qui vont être valorisants ou péjoratifs. Donc, comme vous l'a dit Chloé, pour les exemples, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de reprendre plein d'exemples qu'on a pu voir chez plusieurs de nos clients, notamment à travers les accompagnements qu'on peut avoir avec une partie de nos clients. Donc, c'est des exemples très différents. Donc, pour avoir un fil conducteur un peu homogène, on a rassemblé tout ça sous une étude de satisfaction client pour une mutuelle. Donc là, par exemple, si on revient à nos questions suggestives, si je vous dis « Pensez-vous que notre service client est efficace ?»
Ici, j'induis déjà au répondant que le service client est efficace. Alors que si je reformule différemment, comment évaluez-vous notre service client? Là, vraiment, je vais faire preuve davantage de neutralité dans ma manière de proposer ma question. On a également des biais qui peuvent être liés au fait qu'on va poser des questions trop complexes, donc des questions qui vont être longues, alambiquées, ambiguës, vagues, ou parfois tout ça à la fois. Chloé va vous montrer. Ici, si on pose la question, dans quelle mesure considérez-vous que les prestations et garanties proposées par votre mutuelle sont en adéquation avec le niveau de cotisation que vous versez chaque mois? Vous voyez, rien qu'à la lecture, c'est long. Il y a différents termes qui sont abordés, donc les prestations, les garanties proposées, l'adéquation avec le niveau de cotisation. Ça peut très vite perdre la personne qui va répondre. Une alternative pourrait être de poser la question du type « Comment évaluez-vous le rapport qualité-prix de votre mutuelle ?» avec des réponses adaptées, bien évidemment. Un autre point qu'on va aborder plutôt rapidement, puisque ça, vous l'avez déjà vu lors du premier webinaire si vous y aviez assisté, ce sont les questions doubles. Donc ici, c'est les questions qui vont demander au répondant de donner son avis sur 2 sujets en même temps. Alors, juste pour compléter, d'ailleurs, le premier webinaire, il est accessible en replay si vous n'y avez pas pu y assister précédemment. Donc, pour revenir sur la question double, par exemple, si je vous dis « L'interface de votre espace adhérent est-elle intuitive et propose-t-elle toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin ?» À la fois, j'évalue la complétude de l'espace adhérent et son ergonomie. Sauf que le répondant peut très bien être satisfait de l'un et moins de l'autre, ou vice-versa. Donc là, l'idée, ça va plutôt être de proposer 2 questions et donc plutôt de partir sur, concernant votre espace adhérent, comment évaluez-vous son interface et ses fonctionnalités, ce qui vous permettra d'obtenir des réponses beaucoup plus précises. On a également ce qu'on appelle le biais de clôture. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire que si c'est surtout des questions de type oui/non, et ces questions, en fait, elles vont pas vous permettre d'exprimer des opinions nuancées ou des réponses très complètes. Donc, on va plutôt chercher à affiner un peu les propositions qu'on va proposer dans le questionnaire, quitte à les regrouper par la suite s'il n'y a pas d'intérêt à laisser cette finesse. Un exemple concret ici, ce serait de poser la question « Avez-vous trouvé les informations dont vous aviez besoin dans votre espace adhérent ?» avec des modalités de réponse du type « oui/non ». Ici, l'adhérent, il va pas avoir la possibilité de nuancer son jugement. Peut-être qu'il a trouvé une partie des informations, mais pas toutes. Sauf que là, il n'a pas la possibilité de le mettre en évidence. Et en plus de ça, peut-être qu'il n'a jamais utilisé son espace adhérent, mais il n'a pas de porte de sortie qu'il pourrait utiliser. Une alternative serait donc de poser la question du type « Lorsque vous utilisez votre espace adhérent, trouvez-vous facilement les informations dont vous avez besoin ?» avec des modalités de réponse qui iraient de « non pas du tout » à « oui tout à fait » et une modalité qui pourrait lui permettre de s'exclure avec « je n'utilise pas l'espace client ». On va reprendre sur le biais d'acquiescement. Donc ici, on va mettre en évidence la tendance que vont avoir les répondants à répondre positivement à une question, quelle que soit leur véritable opinion. Alors, je prenais l'exemple d'une question qui, du coup, n'est pas une question, mais plutôt une affirmation. Je suis satisfait de la rapidité de réponse du service client. Que là, on propose, par exemple, de reformuler de la sorte quel est votre niveau de satisfaction concernant les délais de réponse du service client. L'idée est la même, mais on est sur une formulation neutre, beaucoup plus ouverte. Donc, on a terminé avec les biais de formulation de questions. On va enchaîner avec les biais de présentation de questions. Donc là, l'idée, c'est de se dire que si on a un enchaînement qui est mal perçu ou si on a une mise en avant graphique de certaines questions ou options un peu disproportionnées, on va potentiellement influencer les réponses. Donc, il nous faut une présentation qui soit équilibrée, une structure logique pour vraiment limiter au maximum les biais. Donc, premier biais vraiment très simple, les couleurs ont des connotations. Je vais mettre en évidence très clairement avec cet exemple. Donc là, c'est une question de recommandation classique où
où en fait le chargé d'études aurait décidé de mettre en évidence les modalités de réponse de 0 à 6 en rouge et 9, 10 en vert, donc peut-être pour faire écho au NPS, puisque du coup c'est comme ça que se calculent les éléments de recommandation. Sauf que là, vous voyez, vous mettez en évidence le fait que si quelqu'un répond 6, ça aura une connotation négative, alors que peut-être que pour lui, 6 c'est une très bonne réponse. On sait que pour chacun, le seuil de satisfaction, alors dans le cas présent de recommandation, peut varier en fonction des répondants. Avec une visualisation plus neutre de ce type, vous n'avez pas, en tout cas, vous intégrez pas de biais visuel. On va continuer avec un autre biais qui est le biais d'ancrage. Donc là, on va mettre en évidence le fait que l'ordre des réponses qui va être proposé va avoir un impact sur les répondants en tant que tels. Il peut avoir tendance à choisir systématiquement la même échelle de réponse quand il y a un groupe de questions qui est trop conséquent, ou encore choisir la première modalité dans une longue liste qui pourrait correspondre à ses besoins sans forcément lire tout le reste. Donc là, si je vous dis quelles sont les principales raisons qui pourraient vous inciter à changer de mutuelle, réponse proposée, des cotisations trop élevées, des remboursements trop lents, une couverture insuffisante, etc., etc. Vous voyez, même moi, là, pour vous lire, je vous lis pas tout parce que sinon, j'en ai pour un petit moment. Donc là, en fait, avec cet ancrage, on concentre le répondant sur les premières modalités parce que son attention va être plus élevée à ce moment-là. Je vous l'ai encore pas dit, mais le répondant, il est, comme tout être humain, un petit peu feignant et en fait, il faut vraiment qu'on l'aide qu'on le stimule et qu'on l'aide dans la compréhension des questions. Et là, en fait, tous les répondants vont se concentrer d'abord sur les premières modalités et la fatigue cognitive va faire que les dernières vont être moins lues avec moins d'attention. Donc, si on laisse en l'état et que, par exemple, la modalité cotisation trop élevée est citée en première, on ne va pas savoir si c'est parce que c'est effectivement la raison principale ou si c'est lié à ce biais d'ancrage. Donc là, tout simplement, on va pouvoir faire une présentation aléatoire des modalités, et ça, dans nos solutions logicielles, c'est un clic qui va brasser pour tout le monde l'ordre de présentation, et ainsi, si on a une modalité qui ressort plus que les autres, on saura que c'est vraiment parce qu'elle est plus importante. Donc, après ce biais d'ancrage, on a aussi un biais qui est lié plutôt à l'ordre des questions. Donc là, l'idée, c'est de se dire que en fonction du sens des questions, la réponse qui va être apportée ne va pas être la même. Et ce qu'on veut pas, c'est que certaines questions puissent, entre guillemets, contaminer les réponses à d'autres questions. Donc là, un exemple concret, alors il n'y a pas de question concrète, mais ça va être un exemple plus global. Donc ce serait le fait de poser une question générale après des questions détaillées qui viendraient, comme vient de le dire Séverine, contaminer en fait les personnes pour donner leur avis général, prendraient en compte les éléments précédents. Alors c'est quelque chose que je vais pas beaucoup développer puisque ça va être un point qui va être abordé lors du prochain webinaire, lors d'un des webinaires qui sera évoqué au mois de mai. Donc c'est les 6 KPI de l'expérience client, vos alliés stratégiques. Donc voilà, je vais laisser la parole à ce sujet à mes collègues. Et un autre point, ce serait de poser une question sensible dès le début du questionnaire qui pourrait engendrer soit de l'abandon, un taux d'abandon conséquent, soit du coup des non-réponses en tant que telles à cette question. On en a fini sur cette partie, on va continuer sur le biais de collecte des données. Donc là, le chargé d'études a essayé de structurer méthodologiquement son questionnaire. On va voir les biais qui peuvent être intégrés au moment de la collecte des données. Donc le premier biais, ça va être le biais d'échantillonnage, qui est un biais qui peut être très conséquent. On sait qu'il y a certaines personnes qui peuvent répondre plus facilement que d'autres aux enquêtes. Il faut avoir conscience qu'il faut avoir un contexte et savoir qui est la cible qui va être évoquée dans votre étude. On sait qu'on ne peut pas toujours, on n'a pas toujours la possibilité d'interroger tout le monde, mais quand on va faire notre échantillon, il faut essayer d'être le plus représentatif possible. Un exemple concret que vous avez déjà dû tous constater au sein de vos études, c'est que on a des taux de retour très souvent qui sont différents en fonction des catégories d'âge. Je vais rien vous apprendre en vous disant que on a davantage de répondants chez les catégories d'âge les plus âgées et beaucoup moins chez les catégories les plus jeunes. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez un portefeuille de clients, d'adhérents qui est assez modeste, entre guillemets, et vous allez pouvoir interroger tout le monde. Soit vous avez vraiment un gros portefeuille
Et là, la question va se poser parce que, et pour des raisons de moyens et pour des raisons de coût, vous allez plutôt sélectionner un échantillon de votre population de base que vous allez interroger pour vos enquêtes. Dans ces cas-là, avec mon exemple, vous allez essayer dans cet échantillon de sélectionner davantage de jeunes et un peu moins de moins jeunes. Donc, de manière générale, effectivement, les solutions les solutions vont être, je recommence ma formulation, de sélectionner donc plus de personnes qui appartiennent à des groupes naturellement sous-représentés, donc c'est ce que je viens de vous dire, mais également de comparer en fait les profils des répondants avec les personnes sollicitées. En fait, là, l'idée c'est de voir si le travail que vous avez fait sur votre sélection porte ses fruits dans les réponses et si vous repassez sur quelque chose de cohérent par rapport à la structure de votre population initiale. Ou si effectivement, si vous avez interrogé tout le monde, de constater potentiellement ces écarts de taux de retour, et éventuellement, dans ce cas-là, si vous avez constaté des écarts, de mettre en place ensuite un redressement pour avoir des analyses fiables. Autre type de biais à ce moment-là, pardon, les biais de sélection. Donc, les biais de sélection, là, en quoi ça consiste? C'est vraiment juste l'idée de se dire que vous allez potentiellement exclure systématiquement certains groupes de l'échantillon interrogé de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs. Dans le cas de figure, ici, notre exemple, ce serait d'envoyer une enquête uniquement aux adhérents qui ont contacté le service client. Pourquoi on peut considérer que c'est un biais de sélection? Ici, vous allez peut-être avoir une surreprésentation des gens qui seraient insatisfaits parce qu'ils ont contacté le service client et qu'ils n'ont pas eu le retour attendu ou qu'il n'y a pas de réponse apportée ou qu'il y a un temps qui est conséquent pour leur répondre, ou au contraire, des gens qui sont plutôt très satisfaits puisque du coup, eux, ils ont contacté le service client et ils ont eu une réponse qui les a, pour lesquelles ils ont été satisfaits, très rapide, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour essayer de le limiter autant que possible. Les solutions, ça va être d'inclure autant que possible dans l'échantillon tous les profils, de segmenter les résultats pour comparer les avis des personnes qui ont eu ou non le contact. Et s'il y a une enquête qui vise, parce que ça peut être le but d'avoir l'avis simplement des personnes qui ont contacté le service client, si c'est le cas, il faut vraiment le mettre en évidence dans la méthodologie de l'enquête. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas généraliser les résultats à l'ensemble du coup de votre échantillon. Si c'est important pour vous d'avoir des éléments qui puissent être généralisables par la suite, il ne faut pas hésiter à faire plus des enquêtes à froid pour essayer de réduire autant que possible ce biais de sélection. Un autre biais qu'on constate également souvent, c'est le biais de méthode. On sait que la manière dont l'enquête est administrée, elle peut avoir une influence sur les réponses, notamment à travers les canaux qui sont utilisés. On sait que les personnes les plus âgées peuvent avoir tendance à être moins à l'aise avec certains éléments technologiques, donc il faut l'avoir en tête pour la suite. Donc, par exemple, on a déjà vu le cas de figure où une enquête avait été mise à disposition sur une pop-up en fait pour les adhérents qui ouvraient leur appli donc de mutuelle. Donc là, le problème en fait, c'est que l'échantillon va être différent de la population cible. Pourquoi? Parce que les personnes qui n'utilisent pas l'application ne vont pas avoir la possibilité de répondre à cette enquête. Les personnes qui n'utilisent pas l'application, potentiellement, elles peuvent être moins satisfaites pour différentes raisons. Soit parce que elles n'ont pas compris elles n'ont pas réussi à trouver le bon fonctionnement, soit parce qu'elles n'ont pas les infos pour se connecter, soit parce qu'elles ont tout simplement une faible appétence pour le numérique. Donc là, on va avoir en final une image qui va être biaisée de la satisfaction globale et sans doute surestimée. Donc les solutions pour se parer au maximum à ce biais de méthode, ça va être vraiment de mettre en place des enquêtes en multicanal pour s'adapter à chaque cible. Donc concrètement, soit faire un envoi par mail et une relance par SMS, soit aussi utiliser un canal différent en fonction de chaque cible, avec l'idée de se dire que si on a des adhérents qui sont par exemple peu à l'aise avec le numérique, il faut qu'on trouve des canaux alternatifs pour arriver à les contacter, parce que vraiment ce qui est important, et on insiste là-dessus, pour pouvoir ensuite avoir une base de données fiable et pouvoir interpréter de manière sur nos résultats, il faut qu'on ait une base de données qui soit la plus représentative possible de l'ensemble du portefeuille.
Donc, on a aussi également des biais de moment au niveau de la collecte. Et là, ce qui va vraiment impacter, c'est le choix que vous allez faire sur la période et même dans la période, le moment précis dans lequel vous allez effectuer votre collecte. Dans le cas présent, on va prendre l'exemple d'une enquête de satisfaction à froid qui est réalisée juste après l'augmentation des cotisations au 1er janvier. Donc, c'est une annonce qui a été faite aux adhérents. Automatiquement, les répondants vont être potentiellement plus sensibles sur cet aspect d'augmentation tarifaire, alors que de façon globale, ils auraient pu être satisfaits sur d'autres aspects. Ils vont avoir cette augmentation en tête et le mettre en évidence potentiellement dans les réponses qu'ils vont apporter. Alors que si cette enquête, elle avait été faite quelques mois plus tard, ils auraient eu le temps de voir potentiellement les aspects positifs que ça aurait pu avoir, donc notamment des augmentations sur les prestations qui leur sont proposées, ou bien des éléments qui sont liés à quelque chose de plus rapide, des réponses plus rapides, etc. Les solutions, ça va notamment être de choisir autant que possible une période qui est neutre et fixe dans le temps par rapport à des choses que vous annonceriez, dans le cas présent aux adhérents, mais de façon globale aux répondants possibles. Le second point, ça va être notamment diversifier les jours et les horaires d'envoi. C'est important de l'avoir en tête. C'est un biais de temporalité qui va être lié au fait que, par exemple, si vous envoyez votre enquête entre 9h et 16h, les personnes qui sont actives, donc qui sont au travail, vont avoir tendance à être sous-représentées, alors que les inactifs et toujours nos retraités qu'on retrouve partout, vont eux être peut-être surreprésentés. Donc, il faut avoir en tête que si vous vous attendez à avoir 100 répondants et après vous arrêtez votre enquête, ça va être potentiellement avoir un biais non négligeable. On en a fini sur cette partie de la collecte de données. On va maintenant arriver aux biais qui sont liés aux données. Donc là, notre enquête, elle a été passée, elle a été structurée méthodologiquement, les données ont été recueillies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder les données en tant que telles. Qu'est-ce qu'il faut ou ne pas faire pour introduire le moins de biais possible. On va commencer avec quelque chose qui, je pense, arrive dans tous les cas de figure, les données manquantes. Donc, on sait qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent impacter, notamment le fait que le répondant abandonne le questionnaire, donc des questions qui ne seraient pas pertinentes. Si on pose des questions sur l'application, comme on l'a vu au préalable, alors que ce sont des gens qui n'utilisent pas l'application, ils vont pas se sentir inclus dans les éléments. Des questions qui pourraient être trop intrusives, donc les revenus. Les répondants peuvent être fatigués et des problèmes techniques plus concrètement. Ça va avoir des impacts non négligeables sur les données en tant que telles. Donc, on va pouvoir avoir une réduction de la taille de l'échantillon, puisque suppression si les gens se sont arrêtés trop rapidement. Une comparaison difficile des résultats entre groupes si on voit qu'en fait, les abandons sont plus auprès des jeunes. Potentiellement, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ça va induire des analyses plus compliquées par la suite et une intégration impossible dans les analyses multivariées, puisqu'on sait que pour faire ce genre d'analyse, il faut que la totalité des réponses soit intégrée, remplie. Alors, les solutions pour gérer ces données manquantes, il va y en avoir plusieurs. La première, c'est l'imputation multiple. Alors, le nom comme ça fait peur, mais en fait, concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste à remplacer les données manquantes par, dans le cadre de questions numériques, par exemple, par la moyenne ou la médiane, selon le parti pris. Sur une question fermée, de remplacer par la modalité la plus citée, par exemple, pour notamment pouvoir les intégrer à des analyses multivariées. Ce qui va être important aussi, c'est de vérifier si les données manquantes, elles sont systématiques ou aléatoires. Donc, est-ce qu'elles concernent des répondants qui ont un profil ciblé ou alors est-ce qu'elles concernent un peu tous les types de répondants? Et de réaliser des analyses complémentaires qui vont exclure ou inclure ces données manquantes. Pourquoi? Pour voir en fait si, par exemple, on observe une différence de satisfaction entre ceux qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu. On a aussi le problème des données extrêmes parfois sur nos enquêtes, donc là qui peuvent avoir plusieurs sources, soit des erreurs de saisie, des problèmes qui sont techniques ou humains, soit après on a aussi des réponses plutôt systématiques, donc l'ennui, là on est un peu sur l'aspect cognitif encore. Le fait qu'un répondant soit mécontent ou ironique, il va pouvoir exagérer sa réponse. On peut avoir aussi quelquefois des questions qui vont être mal interprétées, mal comprises et du coup mal répondues.
Et puis après, parfois, on a tout simplement des clients qui ont des expériences hors normes et qui vont faire des réponses atypiques. Donc là, l'impact de ces données extrêmes, ça va être qu'on va avoir une distorsion en fait des moyennes et des indicateurs globaux. Donc, je vous ai mis un exemple d'une petite boîte à moustaches qui est pas très homogène dans sa répartition et qu'on va avoir en fait des difficultés à détecter des tendances réelles. Et en fait, cette mauvaise gestion des données extrêmes, elle va pouvoir avoir pour résultat, au final, des conclusions qui sont erronées. Les solutions qu'on vous met en évidence là, ça va être dans un premier temps de commencer par une analyse du temps de saisie, voir s'il y a des gens qui ont répondu très rapidement et pour lesquels on pourrait penser qu'ils ont survolé les questions en tant que telles. Après, il va y avoir une détection via des analyses proactives. Donc, notamment, on va voir les extrêmes en tant que tels, voir s'il y a des éléments qui sont éloignés de la médiane ou du troisième quartile et voir ce que ça peut avoir comme impact. Et pour ça, une visualisation comme on le voit au préalable avec la boîte à moustaches, c'est très intéressant pour mettre en évidence ce genre de choses. Après, on va voir comment on peut gérer ces valeurs extrêmes. Donc, dans un premier temps, ce qu'il peut y avoir et qui peut être mis en place dès la mise en place du questionnaire, donc dans nos solutions, typiquement, on peut essayer de gérer un minimum et un maximum. Par exemple, si on sait qu'on va mettre en évidence un pourcentage, on va demander aux répondants de mettre en évidence un pourcentage. On peut dire que le minimum sera 0 et que le maximum sera 100, ce qui laisse pas la possibilité d'avoir de données extrêmes incohérentes. Il va aussi y avoir la mise en place d'analyses séparées et dans certains cas, on va se dire que potentiellement, on peut les supprimer pour pas qu'elles aient trop d'impact sur des résultats globaux. Après, on va utiliser des éléments de stratification. Donc, on va vérifier si les valeurs extrêmes, elles sont liées à un groupe d'individus spécifiques ou non. Et en tant que tel, ce qui est le point le plus important, c'est de s'appuyer sur des techniques qui sont plus robustes. Donc, par exemple, si on utilise des mesures qui sont non sensibles à ces extrêmes, on aura moins cette problématique. Donc, typiquement, utiliser la médiane plutôt que la moyenne. On va continuer avec un autre type de biais qui, lui, peut-être arriver un petit peu moins souvent en fonction des types d'enquêtes que vous pouvez mener, mais qui est le biais culturel. Donc là, c'est le fait d'avoir une interprétation qui va être influencée par des différences culturelles qui vont affecter la perception et la réponse des participants. Alors, on vous a pris un exemple très facile. C'est une question de reco qui avait été posée à des répondants de différents pays. Et donc, ce qu'on a observé, c'est une différence de satisfaction entre les Américains qui avaient une note moyenne à 8,1 et les Japonais à 6,2. Donc là, rapidement, on pourrait en conclure que les Américains sont plus satisfaits que les Japonais, mais ça serait passer à côté d'un biais culturel important parce que on sait que aux USA notamment, la culture de l'évaluation positive est très importante et qu'ils ont tendance à mettre des très bonnes notes. Alors qu'au Japon, par exemple, eux, ils n'ont pas trop la culture des notes extrêmes. Donc, ils vont pas descendre très bas, mais ils vont pas monter très haut non plus. Et 6 ou 7, c'est bien. Donc, au final, on peut pas vraiment comparer ces notes en l'état. Et là, les solutions dans ces cas-là, ça va être déjà peut-être d'adapter les échelles, plutôt avec des échelles verbales que des échelles numériques qui seront du coup appréciées différemment par chaque culture. Ça va être de segmenter les résultats. Donc là, plutôt en se disant qu'on va comparer des groupes qui sont similaires. Et donc, on va plutôt aller voir les évolutions qu'il peut y avoir dans les notes de chacun au fil du temps, mais pas un pays par rapport à l'autre. On peut aussi réaliser des analyses qualitatives complémentaires avec, par exemple, une raison de la note qui va nous permettre de nuancer un peu les notes moyennes qu'on observe. Et puis après, tout simplement, de travailler avec des experts locaux pour avoir vraiment des informations pertinentes sur chaque culture. Donc, on en a terminé avec nos biais de données, et on va passer donc au dernier type de biais. Donc, je vous avais dit ceux, en tout cas, que moi je considère peut-être pas les plus importants, mais en tout cas ceux auxquels on passe souvent à côté. Donc, c'est tout ce qui est biais lié aux analyses. Et là, c'est de voir qu'en fait, il va y avoir des impacts sur l'interprétation des résultats, mais aussi du coup sur les conclusions qui découlent de ces résultats. Donc, dans un premier temps, on va commencer par un biais tout simple. C'est ce qu'on appelle le biais d'agrégation. Donc là, c'est de faire des conclusions en fait qui vont être un petit peu trop rapides et qui vont se baser au final sur un indicateur global, mais sans regarder dans le détail sa composition.
Je pense que la façon la plus claire de vous l'expliquer, c'est avec cet exemple. Donc là, c'est la mutuelle qui analyse la satisfaction du contact, enfin sur le contact. Et là, elle met en évidence fièrement le fait qu'elle a 75% de satisfaits. Sauf que ce qui n'est pas mis en évidence, c'est que parmi ces 75% de satisfaits, la part de satisfaction, elle est énorme sur les plutôt satisfaits et beaucoup moins sur les tout à fait satisfaits. Ce qui n'est pas mis en évidence non plus, c'est qu'on a quand même plus d'un quart des répondants qui sont insatisfaits du contact. Et ce qui n'est encore moins mis en évidence, c'est que la part de pas du tout satisfait est plus conséquente que la part de tout à fait satisfait. Donc vous voyez, au-delà de l'indicateur global, il y a quand même des éléments qui peuvent être nuancés et qui peuvent apporter une autre saveur à l'élément mis en évidence. Donc là, la solution, ça va être de croiser avec des verbatim clients, notamment pour faire ressortir des éléments qui pourraient pas être mis en évidence avec uniquement l'analyse quantitative en tant que telle, et de segmenter des réponses autant que possible pour essayer de nuancer et d'avoir des éléments plus précis. On va continuer avec un autre biais qui est le biais d'interprétation. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on observe une différence sans la valider par un test statistique derrière, il faut prendre avec des pincettes ce qui va être induit par la suite, puisque ça peut induire des éléments erronés et pointer du doigt des éléments sur lesquels il ne faudrait pas s'attarder. Donc un exemple concret, on avait un client qui a remarqué donc une différence de satisfaction entre les hommes et les femmes sur la qualité des conseils reçus, avec des femmes moins satisfaites que les hommes. Et donc la mutuelle est partie sur l'idée de concentrer une action sur la cible féminine. Rien qu'en se basant en fait sur ce résultat. Sauf qu'au final, ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que l'échantillon des hommes était assez faible sur cette enquête-là, et qu'en plus, au sein des réponses qui avaient été faites par les hommes, il y avait une grande variabilité des réponses. Et donc en fait, cette différence qu'on observe de 0,4 points, on pouvait même pas forcément parler de tendance, c'était peut-être uniquement quelque chose lié au hasard. En tout cas, rien dans la base de données ne permettait d'assurer cette différence significative. Donc là, vraiment, ce qui va être important, c'est de vous baser sur des tests statistiques. Vous avez peut-être déjà vu Ki-2, Fisher, corrélation, ça dépend des croisements qui sont faits. Là, l'avantage, c'est que sur nos solutions, vous n'avez même pas besoin de choisir. Le logiciel, il le fait pour vous en un clic et puis il vous l'interprète. Donc, comme ça, au moins, même si vous n'avez pas nécessairement ce bagage technique, vous pouvez en tout cas prendre en considération son analyse pour vous interpréter le résultat. La deuxième solution, ça va être de réaliser des analyses complémentaires, et la troisième, d'avoir un regard aussi qui soit critique. Donc là, c'est uniquement dans l'idée d'éviter des conclusions hâtives et tirer à partir en fait de variations qui sont pas significatives. Alors là, on arrive à Chloé sourit parce que c'est un biais qui me tient très à cœur. C'est le biais de corrélation-causalité. En fait, je trouve que c'est celui dont on a sans doute le moins conscience et qu'on fait le plus souvent sans vraiment forcément le vouloir. Donc, en quoi il consiste? C'est quand on fait un croisement, là justement, on s'appuie sur les tests statistiques dont on a parlé précédemment, et qu'on constate en fait qu'il y a une relation entre ces deux variables. Et souvent, on va l'interpréter comme une relation de cause à effet en fait entre l'une et l'autre, alors qu'au final, ça peut être simplement une corrélation, ou peut-être qu'il y a une troisième donnée qui rentre en ligne de compte sur ce croisement et qui n'est pas prise en compte à ce niveau-là. Et on va arriver en fait à prendre des décisions qui sont erronées en identifiant en fait à tort des leviers d'amélioration qui peut-être n'ont pas d'impact direct au final sur notre analyse. Donc là, on est toujours dans le cadre de notre mutuelle. Elle constate dans son enquête de satisfaction annuelle que les clients qui utilisent leur application mobile, ils ont un taux de satisfaction plus élevé que ceux qui l'utilisent pas. Ils pourraient en déduire que c'est l'application en tant que telle qui engendre une satisfaction bien plus élevée. On sait qu'il peut y avoir des éléments de corrélation, mais par contre,
ça n'en est pas forcément la cause directe. Peut-être que les gens qui utilisent l'application mobile, ils sont plus satisfaits parce qu'ils ont des réponses plus rapides ou parce que ça leur demande moins de temps de leur côté pour avoir des remboursements, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est la cause directe qui est liée à la satisfaction. Il peut aussi y avoir d'autres éléments qui rentrent en compte et dont on n'a pas l'information ici. Donc ici, ça peut être juste une application de la satisfaction et pas la cause directe. Donc, toujours éviter les conclusions hâtives autant que possible. Ce qui va être intéressant, c'est aussi d'avoir d'autres éléments d'analyse, donc en analysant d'autres variables avec des éléments robustes qui seraient un type de régression où on va voir quelles sont les variables qui ont des impacts sur lesquelles. On peut faire des tests complémentaires, donc notamment avec soit une autre enquête pour appuyer davantage les éléments, ou encore appuyer d'autres éléments plus concrets en ayant des éléments de recul. Après, ce qu'on va mettre en évidence, c'est le fait qu'il faut aussi se questionner dans notre logique, savoir si réellement on peut penser que c'est simplement l'application mobile qui a un impact ou s'il y a d'autres éléments, donc en se questionnant sur tout le cycle de vie de façon globale de l'adhérent dans sa globalité. Un autre biais dans les analyses, c'est le biais avec l'effet de halo. Donc notamment, c'est le fait d'avoir une perception d'un élément spécifique qui va influencer le jugement global d'un adhérent ou d'un client sur l'ensemble de son expérience. Alors, je vous prends un exemple dans le cas d'une mutuelle, notamment si vous avez un adhérent qui a eu une hospitalisation non prévu, qui s'est du coup bien passé, mais surtout dont il a eu un remboursement très rapide et complet. Et si vous lui envoyez une enquête de satisfaction la semaine suivante, il va tendance peut-être à évaluer de manière très positive l'ensemble des critères, même des critères en fait qui n'ont rien à voir avec son hospitalisation, par exemple l'optique ou la clarté des garanties. Bref, il va faire une évaluation très positive de manière globale parce qu'en fait, il est concentré sur cette hospitalisation qui a été bien remboursée. Et au final, la mutuelle, elle peut penser que tout va bien, alors que peut-être il y a quelques petits irritants, qui sont cachés par cette expérience positive passée. Donc là, il va y avoir plusieurs, globalement, comment on va pouvoir essayer de contrecarrer cet effet de halo qui fait partie des biais les plus compliqués à limiter. Ça va être essentiellement sur la construction du questionnaire, donc c'est tous les points qu'on a pu voir ensemble lors de la première partie de ce webinaire, et notamment en se concentrant sur l'ordre des questions pour éviter au maximum la contamination, notamment de la satisfaction globale, par ces éléments-là. Un autre biais, Chloé, sorry, parce que j'en avais deux préférés, entre guillemets, et c'est le deuxième. Donc, c'est le biais de comparaison inappropriée. Donc là, c'est l'idée de se dire qu'on va comparer en fait des choux et des carottes, entre guillemets, enfin en tout cas des choses qui sont pas directement comparables, peut-être plus des choux rouges et des choux verts, enfin bref. Donc là, en fait, on va peut-être fausser au final l'interprétation des résultats en faisant ces comparaisons. Chloé va vous donner un exemple qui est vraiment très parlant. Là, si on analyse la satisfaction globale de la mutuelle avec le graphique qui est mis en évidence, on voit que les adhérents de plus de 5 ans à cette mutuelle, donc on va les appeler les anciens adhérents, ont une note de satisfaction de 7,5, alors que les adhérents de moins d'un an, donc les nouveaux adhérents, ont une note de satisfaction globale de 8,4. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un écart qui est relativement important. On voit que la relation, elle est significative, donc il y a quelque chose qui est quand même relativement robuste. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on pourrait penser que le niveau, en fait, se dégrade avec le temps, mais les nouveaux adhérents, ils ont, eux, des attentes différentes, puisque ils viennent d'arriver, ils n'ont pas forcément de recul sur ce que leur propose leur mutuelle. En plus, ils ont peut-être été
ramenés grâce à des promotions qui leur ont été faites, ce que du coup les anciens adhérents n'ont plus maintenant. Eux, ils ont également du bagage puisqu'ils ont peut-être rencontré des problèmes de remboursement, des questions sans réponse à leurs interrogations, etc. Donc vous voyez, il y a aussi le cycle de vie client dont il faut aussi tenir compte, et il y a d'autres éléments plus globaux qu'il faut avoir en tête pour comparer les éléments. Donc il faut vraiment comparer des choses qui sont réellement comparables et non des choux et des carottes. Donc, comme je viens de vous le dire, les solutions, ça va être dans un premier temps de comparer à profil équivalent, des choux avec des choux, des carottes avec des carottes. Analyser autant que possible les attentes spécifiques. Là, comme on se l'est dit, les adhérents qui sont des nouveaux adhérents, ce qui va peut-être être le plus important, c'est que ça corresponde davantage à leurs besoins sur des critères spécifiques qu'on leur a évoqués lorsqu'ils sont arrivés. Les adhérents qui sont les plus anciens, eux, ils ont un panel plus global. Donc, il y a, comme le troisième point l'indique, la prise en compte du cycle de vie client qui est important. Après, il va y avoir une mesure de l'impact des changements. Est-ce que au fil du temps, un adhérent a rencontré des changements qui ont été drastiques dans la gestion globale, ou est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attendait puisqu'il y a eu une réduction de telle ou telle prestation, etc. Et après, l'autre point que je ne vais pas non plus trop exposé, puisque vous allez également le voir dans le webinaire du mois de mai, ce sont la mise en évidence, la comparaison avec des benchmarks qui sont internes ou sectoriels, qui nous permettent de visualiser un petit peu nos résultats. Un autre biais qui n'est pas des moindres, le dernier, et sur lequel nous, chargés d'études, avons davantage la main, c'est le fait qu'il ne faut pas avoir... le biais en tant que tel, c'est le fait qu'on puisse avoir tendance à privilégier des informations qui vont confirmer ce qu'on pense, donc des croyances qui sont préexistantes, et qui ferait qu'on pointerait des éléments spécifiques tout en minimisant ou même en regardant pas du tout des éléments qui pourraient venir contredire ou bien des signaux faibles particuliers qu'on mettrait pas en évidence et qui viendraient erroner les résultats mis en évidence par la suite. Alors très rapidement, un exemple, si vous mesurez la satisfaction des adhérents, notamment sur le service client, si le chargé d'études il pense que les récents investissements qui ont été faits ont porté leurs fruits et que le centre d'appel va du coup engendrer plus de satisfaction, il va tendance à se concentrer sur les éléments qui vont dans son sens. Par exemple, la réactivité lors de l'appel est mieux évaluée, elle est en progrès. La compétence de l'interlocuteur, enfin voilà, se concentrer pareil sur des verbatims, sur ce qui va dans son sens, et pas forcément voir qu'il peut rester encore quelques irritants, quelques insatisfactions. Donc, au final, faire des conclusions qui sont peut-être un peu biaisées et penser que tout va bien alors qu'il reste encore peut-être des choses à faire pour améliorer cette gestion du service client. Donc là, de manière générale, la solution, ça va être d'analyser vraiment l'ensemble des résultats de manière en ayant une approche exploratoire, laisser les données vraiment parler d'elles-mêmes, pas minimiser les insatisfactions, regarder, se concentrer sur les évolutions dans le temps, ça c'est très important. C'est aussi d'impliquer des analystes externes ou d'autres services pour remettre un peu en cause les conclusions et éviter qu'il y ait des conclusions trop personnelles de la part du chargé d'études. C'est vraiment l'idée de diversifier en fait un peu les points de vue. C'est aussi d'utiliser des outils d'analyse qui soient vraiment objectifs et là encore aussi peut-être d'avoir des questions ouvertes qui vont permettre de détecter des éléments que vous n'allez pas détecter dans le quanti classique. Voilà, donc on a fini pour la présentation de tous ces biais. On va juste vous faire une toute petite slide synthétique et après on pourra regarder les questions. Donc, en fait, on va résumer ça en 4 étapes, hein, puisque c'est un peu la présentation qu'on vous a faite. Donc, première étape, vraiment construire un questionnaire qui soit objectif. Vous évitez les questions qui sont trop vagues, ambiguës, à double sens. Vous préférez vraiment des formulations neutres et précises. Vous faites attention à l'ordre des questions pour vraiment limiter l'effet de position et la contamination que peuvent avoir certaines questions sur d'autres. Et vous testez le questionnaire, ça on l'a peut-être pas beaucoup dit aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est vraiment très important pour avoir quelque chose de fiable. La seconde étape, elle est donc liée à la collecte de données en tant que telle. Donc, on va essayer de réduire les biais dans cette collecte autant que possible. Donc là, ça va être essayer de mettre le répondant
à l'aise autant que possible. Donc déjà, dans un premier temps, si on garantit son anonymat, la personne qui va répondre va se sentir plus à l'aise et ça va être un point du coup qui va limiter les biais autant que possible. Dans un second temps, on va utiliser des méthodes d'échantillonnage qui sont aléatoires, tant sur le volume que sur la diversité, pour ne pas introduire davantage de biais. On va varier les périodes de collecte, puisqu'on a bien vu au préalable que c'était un point important, et on va encourager une participation diversifiée, notamment avec la diversification des canaux et l'inclusion de la totalité de la population si possible. Troisième étape, c'est vraiment d'assurer une analyse qui soit objective. Donc là, c'est vérifier que la représentativité de l'échantillon soit bonne. Ça, je crois qu'on a assez insisté dessus aujourd'hui. De détecter et de voir comment traiter après les réponses qui sont incohérentes, manquantes, extrêmes, et de tester vraiment différentes méthodes d'analyse de manière générale. Et pour finir, donc éviter les biais dans l'interprétation lorsqu'on analyse les résultats. Donc il faut être conscient en tant que chargé d'études de ses propres biais pour ne pas les appuyer davantage. On va faire relire les résultats par un autre analyste pour avoir un point de vue externe et mettre en perspective les résultats qui ont été obtenus, comparer les données avec plusieurs sources, donc notamment avec des benchmarks si possible, et présenter les résultats avec prudence pour ne pas appuyer sur des faits qui pourraient être revus par la suite. Merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'au bout et on espère vous retrouver très prochainement. Donc le prochain webinaire sera un webinaire sur la partie protection des données sur cette série-là. Et donc le webinaire numéro 4 qui a lieu en mai, donc Chloé vous a parlé plusieurs fois, qui fera écho aux principaux KPI. Merci beaucoup et à bientôt.